de force après négociation, fallait les déloger. Ils avaient du pétrole et ils en aspergeaient un peu partout. Les gendarmes ne sont absolument pas intervenus, les ouvriers municipaux ont continué à brûler les cases. Si la presse n'était pas là, ça serait passé sans problème. Étant français, étant soi-disant du pays des droits de l'homme, ça fait un peu mal, quoi. Mayotte, l'île Hippocampe, ses palmiers, ses plages. Un confetti de France à 8000 km de la métropole. Lundi 27 octobre 2003, le paradis se transforme en enfer. Un élu de la République est à l'origine d'une des affaires judiciaires les plus retentissantes qu'ait connue Mayotte. C'est le feu que le maire de Bandrélé a choisi pour se débarrasser des maisons de clandestins qui squattent Amuro, une des plages de sa commune. 2 gendarmes assistent à la scène. Ils n'interviennent pas. 78 personnes sans abri. 28 cases traditionnelles détruites. Le choc dans l'île est énorme. L'incendie devient l'affaire Amuro. J'ai 12 enfants, dis-toi, Lati Hussein. Ils ont tout jeté dehors et je leur pose la question à eux. Est-ce que ce sont des êtres humains pour nous avoir fait ça? Et puis pour qui nous prennent-ils? Didier Noirel est un des rares métropolitains d'Amuro. Comme tous les matins, ce lundi 27 octobre 2003, à 6 h, il part travailler. Il croise de nombreux véhicules de gendarmerie dans le village. Rien d'exceptionnel. Il y avait pas mal de gendarmes dans le village, sur la plage, mais bon, j'ai pas trop fait attention. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, c'était comme d'habitude. Les rafles, c'est quasiment toutes les semaines, il y en avait, hein, et quelquefois c'est toute la semaine, chaque jour. Hein. Au début, ça choque, hein, et puis après, c'est tellement fréquent qu'on... Bon, les gens le savent, il y a un petit peu un jeu de chat et la souris. Ça a l'air assez bon enfant, mais il y a toujours le côté humain qu'on oublie un peu. Mais... Ouais, ça choque pas trop en fait. C'est tellement quotidien qu'on y fait un peu moins attention. Didier prend la route de l'hôpital où il travaille. Au même moment, des guetteurs alertent les clandestins d'Amuro. Les gendarmes entament un énième contrôle d'identité dans le petit village de pêcheurs. Il était 6 heures. Les gendarmes sont arrivés. Ils ont commencé par enfoncer les portes. Ceux qui étaient en forme se sont enfuis et les autres se sont fait attraper. Malgré l'alerte qui a permis à plusieurs clandestins de prendre la fuite, les gendarmes arrêtent 13 sans-papiers. Expulsés du territoire français, beaucoup reviendront illégalement dès la semaine suivante. 7h30, les gendarmes repartent. 9h, un groupe d'hommes s'approche d'Amuro, les employés municipaux de Bandrélé. Dans les cases, il n'y a plus que des femmes et des enfants qui vont assister, impuissants, à une véritable opération coup de poing. Lydie s'en souvient encore. C'est une des rares à témoigner à visage découvert. Les gens de la mairie nous ont dit « On va vous donner une date pour partir et c'est tout de suite. Prenez vos affaires, partez, parce qu'on va brûler vos maisons. » Ils avaient du pétrole et ils en aspergeaient un peu partout. Les sans-papiers d'Amuro racontent tous la même scène. Des témoignages de clandestins qui seraient sans doute passés sous silence si le journaliste Ronan Poney n'était pas arrivé sur les lieux pour filmer les incendiaires. Mon JRI arrive en courant au bureau en me disant « On vient de me téléphoner, le village d'Amuro est en train de brûler. » On part tout de suite, on arrive, on gare le 4x4, JHM court tourner, je regarde, il y a des ouvriers municipaux en train de jeter des seaux d'essence dans les maisons.
est en train d'allumer. Ils sont arrivés comme ça, leur but c'était de brûler, ils ont enlevé quelques affaires et après ils ont brûlé tout le reste. Ils me disaient vite, 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 il y a des choses qu'on n'a même pas pu enlever. Les employés municipaux mettent le feu à tous les bangas. Les cases traditionnelles brûlent très rapidement et c'est presque un miracle si l'incendie ne fait aucun mort, aucun blessé. Ils nous voient en train de filmer, puis pour eux, ça leur pose pas de problème. La part d'ouvriers municipaux qui entendent le discours raciste d'un maire depuis des années, vraiment, ça les inquiète pas. Tous les journalistes, la justice disaient que j'étais un raciste, mais en réalité, je suis le négociateur pour la paix de toutes les personnes ici présentes. Un sens de la négociation pas vraiment apprécié par les clandestins, pour qui le véritable instigateur de l'incendie est bien le maire de la commune dont dépend Amuro. Il fallait quand même deux forces après négociation, il fallait les déloger. On n'a pas eu tous les accords nécessaires, mais pour nous, c'était une obligation. Mais si la presse n'était pas là, ça serait passé sans problème. À Bandrélé, entre les habitants français, les Mahorais, et les clandestins de plus en plus nombreux, le divorce est consommé depuis longtemps. Pendant l'incendie, les Mahorais du village sont venus et ils n'ont rien dit. Ils nous ont juste regardés, comme ça, dans notre détresse, sans dire un mot. L'affaire est malsaine. Elle devient même explosive. Sur les images, les gendarmes apparaissent en simples spectateurs. Ils ont été rappelés sur les lieux de l'incendie par les employés municipaux qui redoutent une réaction des clandestins. 2 gendarmes de la brigade départementale sont là, les bras croisés, et les regardent, c'est tout. Voilà. Donc ils font pas leur travail. S'il y avait eu un constat des gendarmes, si les gendarmes étaient intervenus en disant « Stop, c'est quoi ce bordel ?» Ok, tout le monde arrêtait. Ce qui n'a pas eu lieu. Les gendarmes ne sont absolument pas intervenus. Les ouvriers municipaux ont continué à brûler les cases et à frapper les femmes et les enfants. Moi, ça, je l'ai vu de mes yeux vus, quoi. J'appelle le préfet avec qui j'avais sympathisé, mais sans pour autant m'empêcher de faire mon travail. Et je l'appelle, je dis « Monsieur le préfet, je comprends pas, je suis devant une scène absolument extraordinaire. Le village d'Amuro est en train de brûler. Manifestement, il n'était pas au courant. » Jean-Jacques Brault est à l'époque préfet de Mayotte. On m'informe en me disant « Voilà, il y a un incendie sur ces habitations. » Les gendarmes sont là, etc. Donc, consternation de ma part. Je dis, bah écoute, moi ce que je vois, c'est la guerre d'Algérie. Hein. Tu ne peux pas m'accuser de brûler des mechtas comme pendant la guerre d'Algérie. C'est absurde, ça n'a aucun sens commun. Vers 11h, les employés de la mairie repartent. Ils laissent derrière eux un champ de ruines. Mais Amuro, c'était vraiment une opération, entre guillemets, commando. On y va, on démolit, on brûle, c'était vraiment symbolique. Et c'est la première fois que ça arrivait. En 2003, Denis Herman est rédacteur en chef du quotidien mahorais Kwezi. Amuro, ça ne devait pas se passer comme ça, à mon avis. Ça aurait jamais dû se passer comme ça. Mais le feu, je pense que ça a une connotation à la limite religieuse, avec une notion de purification. Avant de partir, les gens de la mairie ont dit « Là, on brûle vos maisons. Mais si on vous voit encore une fois par ici, cela va aller très très mal pour vous. » Ronan Poney veut monter son reportage pour les informations de la mi-journée. Devant son bureau, il trouve le lieutenant-colonel de la gendarmerie, Patrick Guillemot, qui l'attend avec impatience. Il a essayé de voir les rushs et de me les demander. Bien sûr, c'est une fin de non-recevoir de ma part. La gendarmerie, objectivement, était complice de tout ça. Et je comprends que le gendarme en chef, le lieutenant-colonel, ait été ému et qu'il me demande de tempérer tout ça. Donc, moi, j'ai une information, je ne veux pas y toucher. Je lui demande de réagir. Devant ces faits, qui, je les qualifie avec vous de absolument inqualifiables d'ailleurs, c'est absolument anormal. Le sujet est diffusé à midi.
Il flambe comme une torche, comme un coco sec. Le village d'Amuro. Envolés en fumée, les meubles, les objets quotidiens, les instruments... Le commentaire de Ronan Ponnet est sans concession. L'effet est immédiat. Une vraie flambée sélective et ethnique, car les maisons des Mahorais, elles, n'ont pas été incendiées. Je dis épuration ethnique à Amuro, et puis en fait, ça fait une explosion atomique une fois arrivé en France et le reportage diffusé sur France 3. En métropole, la petite île d'habitude ignorée devient soudainement le centre de toutes les attentions. Sur place, à Mayotte, la nouvelle est un véritable coup de tonnerre. Dans un premier temps, tout le monde était abasourdi par ce qui s'était passé, parce que c'était d'une telle violence et d'une telle rapidité. La surprise passée, une majorité de Mahorais comprend le geste du maire. Ensuite, avec le recul, les gens se sont dit oui, mais quand même, c'est vrai que le problème de l'immigration clandestine est grave, qu'on ne peut pas crouler sous les arrivées massives de clandestins. Donc, peut-être qu'on a voulu envoyer un signal fort en disant arrêtez de venir. Un petit incident s'est produit à Amuro et qui a fait le tour du monde. Comme tous les politiciens de l'île, Ali Souf, président de l'association des maires de Mayotte, défend son homologue de Bandrélé. Tous les maires, quelle que soit leur sensibilité, on était tous derrière Moussa Madi. De mon point de vue, ces bangas n'étaient pas habités. Bon, les personnes, c'est des squatters, on dit. Il y aurait eu un mort, par exemple. J'aurais compris qu'on ait une autre attitude. Mais il n'y a pas eu de mise en danger de la vie d'autrui. Les biens, ils n'ont pas de biens, ces personnes-là. Le maire de Bandrélé multiplie les déclarations à la presse. Moussa Madi est sûr d'être dans son bon droit. Quand nous avons appris d'abord que la gendarmerie était passée, nous avons profité de cette occasion, parce que les maisons étaient libérées, de les détruire. Le fait divers devient une affaire politique. À la préfecture, on s'inquiète. L'affaire Amuro en rappelle une autre qui agite encore la métropole. Celle de la paillote chez Francis, en Corse, incendiée sur ordre du préfet Bonnet. Il faut réagir très vite. J'ai demandé à M. le procureur de la République de faire une enquête et je suis saisi de cette enquête. Et il y aura enquête sur ce qui s'est passé. J'ai en conscience cru qu'il fallait laisser intervenir le lieutenant-colonel Guillemot parce que, après tout, c'était ces hommes qui étaient filmés. Mais c'était vous son patron. Oui, mais quand un préfet apprend par la presse et non pas par le lieutenant-colonel de gendarmerie qu'il y a un incident de cette nature, concevez que le préfet soit un petit peu énervé à l'égard du lieutenant-colonel de gendarmerie. L'État n'a naturellement aucune part de responsabilité dans ce qui s'est produit, contrairement à ce que certaines allégations laissent penser. Le préfet pense que les gendarmes n'ont pas pris toute la mesure de cette affaire. Il incite leurs responsables à s'expliquer dans les médias. Les gendarmes ont été rappelés ensuite parce qu'un garde champêtre, je crois, était agressé. Et ils ont découvert à ce moment-là une situation tout à fait condamnable de Banga qui était en train de brûler et qui était détruite. Et donc ils ont immédiatement pris les mesures conservatoires qui s'imposaient pour démarrer l'enquête dans d'excellentes conditions. La ligne de défense est claire. Si les deux gendarmes n'ont rien tenté contre les incendiaires, c'est qu'ils étaient trop peu nombreux. Et d'après eux, l'incendie était de toute façon déjà irrémédiable. Le journaliste Ronan Ponnet se retrouve au centre d'une polémique. Il est attaqué de toutes parts. Même le préfet, Jean-Jacques Brault, l'accuse de déformer la réalité. Le préfet qui s'en prenne à la voix qui le dit, on tue le messager pour empêcher le message d'arriver. Bah ouais, non, mais c'est son rôle d'essayer de contenir et de ne pas salir l'image de l'État. De son côté, le député UMP Mansour Kamardine met en cause le reportage qu'il juge trop partisan. Les images qui ont été diffusées n'avaient rien à voir avec la réalité sur le terrain. Donc il y a eu une espèce de fabrication pour impressionner le monde. C'était là peut-être l'occasion pour un journaliste de se faire un nom et de se dire, voilà, j'ai le sujet de l'année. Amuro, ça m'a rien apporté. La course au scoop, ça m'a rien apporté. Si tenté, il n'y a jamais eu de course au scoop. Faire mon métier ne m'a rien rapporté ce jour-là. 7 ans après l'affaire Amuro,
le journaliste garde toujours un arrière-goût amer de cette histoire. Je n'ai fait que mon métier. Qu'il ait dérangé des gens, peu importe, mais je n'ai fait que mon métier. J'étais peut-être historiquement le premier à le faire sur ce coup-là, mais d'autres l'ont fait. Le quotidien de La Réunion est venu le faire, le journal de La Réunion est venu le faire, Libération est venu le faire sur place. Mais bon, c'est vrai que la télévision, c'est toujours la cible facile, quoi. Les conséquences de l'incendie dépassent le simple cadre d'une plage tropicale. Sur les lieux du drame, les victimes, elles, se retrouvent démunies. Lundi 27 octobre 2003, à 15h, de retour chez lui, Didier Noirel découvre avec stupeur le nouveau visage d'Amoureau. Spectacle un peu de guerre, moi ça m'a fait penser à un spectacle de guerre. Je suis parti chez moi prendre mon caméscope et je suis revenu filmer parce que vraiment j'étais un peu abasourdi, quoi. Donc j'ai filmé des ruines, j'ai filmé pendant quelques instants, je ne suis pas habitué à filmer et je l'ai conservé ça, pour pas qu'on oublie en fait. Une claque, spectacle de désolation, des gens qui sont devant, qui regardent et on ne comprend pas ce qui s'est passé réellement, quoi. Les images des enfants qu'il connaît tous, errant au milieu des ruines, resteront à jamais gravées dans sa mémoire. Étant français, étant soi-disant du pays des droits de l'homme, ça fait un peu mal, quoi. Cette journée de l'incendie est l'un des pires souvenirs d'Ayati. À l'époque, elle n'avait que 6 ans. Ce jour-là, j'étais à l'école. J'avais dit à mes copines qu'en sortant, j'allais bien m'amuser, que j'allais bien manger quand on allait rompre le jeûne du Ramadan. À la sortie de l'école, en arrivant devant le manguier, j'ai vu l'incendie. Ma maison et tout le village d'Amoureau avaient brûlé. Alors là, j'ai pleuré. 70 sans-abri. Personne ne leur vient en aide. La première nuit est cauchemardesque. Une pluie violente frappe le sable d'Amoureau en ce début de printemps austral. Les femmes, les enfants et les hommes se blottissent les uns contre les autres en attendant l'aube. Il y avait des gens qui pleuraient. C'était le premier jour du Ramadan. Et finalement, nous avons pris le Coran pour supplier Dieu de nous aider. Je me souviens d'un vieux monsieur qui s'appelait Alim Zungu et qui avait crié à la télévision que c'était injuste alors qu'il était maoré, lui. Le vieil Ali Madi Bako pleure. La France ne fait pas ça aux gens. Ce n'est pas juste, dit-il. Les ouvriers municipaux de Bandrélé ont mis le feu parce qu'ils ne veulent pas d'étrangers ici. Mais qu'ils disent d'où viennent leurs pères, leurs ancêtres, et que la France vienne voir ce qui se passe ici. Le désarroi des clandestins d'Amoureau est immense. Ils pensaient échapper à la misère en venant à Mayotte. Une île dont ils partagent la langue, la culture et la religion. Et certains ont même ici des liens familiaux. Amoureau devient un symbole, celui d'une affaire de famille qui tourne mal. L'histoire de 4 îles sœurs en plein océan Indien qui n'en finissent plus de se déchirer, coincées entre Madagascar et la côte africaine. Une rivalité ancienne qui ressurgit dans l'histoire récente de l'archipel des Comores. En 1975, l'archipel des Comores est une colonie française. Lors du référendum, seules 3 des 4 îles, Grande Comore, Moélie et Anjouan, souhaitent leur indépendance. Mayotte manque à l'appel. Les Mahorais créent la surprise. Ils sont 65% à vouloir rester français. Ils ne veulent pas, comme ils l'ont toujours craint, être la dernière roue du carrosse comorien. La France décide alors de conserver l'île malgré les condamnations de l'ONU. En 2011, Mayotte devient le 101e département français. L'histoire des Comores indépendantes sera, elle, beaucoup plus mouvementée. Séparatisme, dictature, guerres intestines, aidées parfois de célèbres mercenaires comme Bob Denard.
Les Comores vont connaître une vingtaine de coups de force, réussis ou non, en 25 ans. Pour beaucoup d'observateurs, l'ombre de la France et de ses services plane toujours sur l'archipel. Aujourd'hui, l'Union des Comores est devenue un des pays les plus pauvres au monde. Le salaire moyen y est 10 fois inférieur à celui de Mayotte, où la situation économique est pourtant loin d'être idéale, avec un taux de chômage de 25%. Mais pour les Comoriens les plus défavorisés, notamment ceux qui viennent de l'île d'Anjouan, Mayotte, la française, reste toujours aussi attractive. Par rapport à ce qui s'est passé à Amuro, cette triste affaire, on y pense encore, mais on n'a pas le choix. On doit continuer à vivre ici et aller de l'avant. Si on savait comment faire pour avoir une vie meilleure, on l'aurait fait depuis longtemps. Ils pensaient trouver l'Eldorado, mais la réalité quotidienne des clandestins de Mayotte est bien différente. Main-d'œuvre bon marché pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche ou du bâtiment. Ils sont indispensables à l'économie mahoraise tout entière. Comme il y a du travail, les Comoriens continuent à venir. Résultat, Mayotte compte à peu près 200 000 habitants. À peu près, car on estime que 30 à 50% de la population est sans papier. Aucune région de France, du monde d'ailleurs, d'une manière générale, ne supporterait pas le poids de l'immigration clandestine tel que nous le vivons à Mayotte. En 1995, Mansour Kamardine est une valeur montante du RPR. Futur cadre de la droite mahoraise, il fait de la lutte contre l'immigration clandestine une de ses priorités. Il faut savoir qu'il naît à la maternité de Mamoudzou en moyenne 25 enfants par jour. Sur les 25 enfants qui naissent, plus de 20 sont d'origine, enfin les parents sont d'origine clandestine. Qui supporterait ça? Dans 10 ans, dans 15 ans, les Mahorais ne seront plus à Mayotte, ils ne seront plus chez eux. Il se pose un problème de souveraineté. L'État tente depuis longtemps et par tous les moyens de lutter contre l'immigration. Les contrôles d'identité sont quotidiens, les forces de police toujours plus nombreuses. Mais malgré les patrouilles, les radars et tous les moyens mis en œuvre, les kwassa-kwassa, les boat people comoriens, continuent d'arriver chaque nuit à Mayotte. La traversée est risquée. Les passeurs n'ont aucun scrupule à entasser plus de 30 personnes dans ces petites embarcations, sans aucune sécurité. Attends. Moussa, un patron pêcheur mahorais, les croise souvent en pleine mer. C'était en 2004, je crois, que j'avais sauvé des gens là, avec un bateau qui dérivait, avec un moteur de 15 chevaux qui était en panne. L'essence avait pris l'eau, ils n'avaient aucun outil pour dépanner le moteur. On a dépanné le moteur avec mes gars, on les a changés parce qu'il y avait 29 bonhommes et 4 enfants. Déjà, ils partaient. L'eau, le courant, il le dégageait. Ici, il n'y avait pas nous qui passaient là, c'était fini. Pour moi, cette pratique, ça me fait mal de le voir. Parce que ce sont des êtres humains. On est tous de même religion, de même zone, mais sachant que Mayotte a décidé d'être français et eux, ils ont resté comoriens. Ces 70 km d'océan Indien constituent un cimetière pour les candidats à l'immigration. Plus d'une centaine de morts chaque année. Les Comoriens restent prêts à tout pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Ces arrivées massives de clandestins exaspèrent les habitants de Mayotte. Depuis le début des années 90, la situation sociale de l'île s'est détériorée. En 1995, Édouard Balladur, alors Premier ministre, instaure un visa d'entrée à Mayotte. Les Comoriens deviennent indésirables. Le problème de l'immigration clandestine occupe bientôt tout l'espace public et les esprits s'échauffent. À Sada, la deuxième ville de Mayotte, en 2000, les clandestins sont expulsés de manière spectaculaire. Je souhaite qu'avant qu'il ne soit trop tard, ça fait depuis 2000 que nous le disons, que la République, que l'État, que les gouvernements, dans leur ensemble, entendent ces cris d'exaspération. L'appel du député Mansour Kamardine est entendu. En 2002, un nouveau préfet arrive dans l'île. Jean-Jacques Brault est conseiller spécial auprès de Jacques Chirac pour les questions de l'immigration. Le
protocole d'arrivée était absolument anachronique, avec la Légion étrangère, le drapeau claquant au vent, et puis tous les chefs des services de l'État alignés, ainsi que les conseillers généraux. Enfin, tout ça est d'une autre époque. Et je l'ai vécu de façon absolument cauchemardesque. De fait, j'ai été, pardon de personnaliser les choses, mais puisque j'ai fait la décentralisation, avant ce mois d'avril 2004, de fait, j'avais les pouvoirs d'un quasi-gouverneur de l'Afrique, je ne sais pas quoi, australe, si on peut dire ainsi. En tout cas, ce qui compte, voyez-vous, c'était le regard aussi d'un certain nombre de personnes. Un élu important m'a reproché d'aller faire mon marché moi-même en short le samedi. C'est pour vous donner un exemple. Que fait Brault quand il arrive ici? Il commence à prendre à bras-le-corps le problème de l'immigration clandestine. Il se lance là-dessus, s'aperçoit que c'est un problème extrêmement difficile et extrêmement grave à traiter, et avec sa fougue habituelle, décide de frapper un grand coup. On va retrousser les manches et puis on va y aller, non pas avec le pinceau, mais avec le marteau. Jean-Jacques Brault est le premier préfet à faire détruire publiquement des kwassa-kwassa devant des caméras. Les destructions des kwassa étaient vraiment plus destinées à dissuader les passeurs que les immigrants eux-mêmes. De dire, écoutez, il y a un problème et le gouvernement de la République a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Ce durcissement contre l'immigration clandestine trouve un large soutien dans la classe politique et parmi la population mahoraise. Seul le maire de Koungou fait entendre une voix différente. Et on nous a fait venir Brault. Alors la machine de répression a été mise en place. Je bénéficiais pour cette politique d'un très large soutien de tout le Conseil général, de pratiquement tous les maires, sauf un peut-être, et de tous les parlementaires. J'aurais aimé que les services de l'État me donnent les moyens pour régler le social de ces gens-là. Ce n'est pas avec des matraques et des rangers qu'on réglera le problème des Mahorais et des Comoriens. Pendant l'affaire Amuro, certains journalistes ressortent les déclarations du préfet et l'accusent d'incitation à la haine raciale. Il avait qualifié l'immigration clandestine d'invasion migratoire et de viol de notre maison par des gens qui n'ont rien à y faire. Alors, je ne vais pas donner a posteriori raison à ceux qui disent, vous voyez, c'est parce que Jean-Jacques Brault parlait trop que d'autres se sont crus autorisés. Peut-être que dans l'esprit de certaines personnes, le discours du préfet Brault a été perçu comme un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Un n'importe quoi qui a commencé depuis longtemps à Bandrélé. Un mois avant l'incendie d'Amuro, la ville connaît déjà une véritable chasse aux clandestins. Mais à l'époque, le maire tente encore de calmer les esprits. Chasser les gens, paraît-il, en situation régulière, ce n'est pas la bonne solution. Une ambiance pesante qui incite les clandestins à se réfugier sur la petite plage d'Amuro, pour l'instant encore paisible. Ils y arrivent en masse et occupent les cases traditionnelles abandonnées, les fameux bangas. Bientôt, ce village aura complètement disparu. J'ai demandé à M. le procureur de la République de faire une enquête et je suis saisi de cette enquête. L'enquête démarre dès les premiers jours qui suivent l'incendie. Les gendarmes entendent les victimes, puis les employés municipaux et bien sûr le maire de Bandrélé. À la question que tout le monde se pose, a-t-il donné l'ordre de détruire les bangas d'Amuro? Moussa Madi, le maire de Bandrélé, répond « Oui, c'est bien moi qui ai donné cet ordre ». La version du maire n'a jamais changé. Il voulait surtout protéger ses employés en assumant leurs actes. Car ce matin-là, il leur aurait juste demandé de détruire le village et non pas d'y mettre le feu. Les clandestins disaient, dès que vous partirez, nous allons reconstruire avec les mêmes matériaux. Donc les agents ont eu le réflexe, je ne sais pas de quelle manière je dirais, c'est-à-dire est-ce que c'était bon ou mauvais, mais ils ont eu le réflexe de le brûler, sans bien sûr mon autorisation. Mais comme ils l'ont fait, j'assumais, je prenais j'assumais. Pourtant, à l'époque,
Quand les gendarmes auditionnent la dizaine d'employés municipaux, tous sans exception confirment que l'ordre du maire était bien de brûler. Une version que cet employé municipal, préférant garder l'anonymat, maintient encore aujourd'hui. Le travail qu'ils vont faire aujourd'hui, on va brûler, on va casser les bangas d'Amuro et on les met le feu. J'avais brûlé, mais quand même dans mon cœur, j'en ai pas de moyens, j'étais obligée. Je l'avais fait, mais ça m'est fait mal. Les enquêteurs tentent de répondre à une autre question. Est-ce que Moussa Madi était sur les lieux au moment de l'incendie? Les clandestins, restés sur la plage, et les employés municipaux assurent qu'ils n'y étaient pas. Mais plusieurs témoignages vont semer le doute. Certains sans-papiers, comme Ali, encore caché dans la colline, ont vu une voiture s'arrêter et puis repartir. Au moment où les maisons brûlaient, quand la fumée a commencé à s'estomper, j'ai vu le maire. Il est venu à côté du manguier là-bas. Il n'est pas descendu de sa voiture, il a juste baissé sa vitre. Puis il a vite fait demi-tour et il est parti. Sûrement que beaucoup de gens n'ont pas vu qu'il était passé. Le maire n'était pas là. Avant tout, il est enseignant. Et donc pendant ce petit incident, et j'insiste bien sur le mot petit, il était dans son école. C'est de son école qu'on lui a téléphoné pour lui dire, bon voilà, il s'est passé telle chose à tel endroit. Ah bon? Effectivement, il est passé voir, mais il n'avait pas intérêt à s'arrêter parce qu'il savait bien comment ça se passe ici. Peut-être que les habitants de Amuro seraient sautés sur le maire pour le taper dessus, des trucs comme ça. Pour Moussa Madi, ces témoignages à charge n'ont aucune espèce d'importance. Il a un argument de taille. Ces paillotes appartenaient à la commune de Bandrélé. Au fond, il n'aurait donc fait détruire que ses propres biens. Mais le comble, c'est que les journalistes ne disaient pas la vérité. Pourquoi? Oui, parce qu'ils disaient que c'est les biens d'autrui. Alors que ces biens-là n'appartenaient pas à d'autrui, ça revenait à la municipalité. Zalifa Aboudou est la mémoire d'Amuro. Elle est française et fait partie de la communauté mahoraise du petit village. Avant 2000, les Mahorais habitaient encore dans ces fameux bangas sur la plage, dans des conditions de vie difficiles, sans eau ni électricité. Notre mère nous a dit, pas d'inquiétude, vous allez être relogés, avoir de meilleures conditions de vie. En 2000, le maire est venu voir Zalifa et les autres habitants de la plage avec une proposition qui ne se refuse pas. Des logements sociaux tout neufs contre les anciens bangas. Des maisons toutes identiques, pas vraiment adaptées à la chaleur, avec leurs toits en tôle, mais dotées de l'eau courante, de l'électricité et de sanitaires. Là, c'est mon chez-moi, c'est ma nouvelle case. Merci mon Dieu et merci Monsieur le maire. Je n'ai pas encore de terrasse, c'est vrai, je n'ai pas encore de cuisine, mais aujourd'hui j'ai l'eau, j'ai l'électricité. Merci mon Dieu. Nous leur avons donné des maisons gratuites. Par contre, ils devaient détruire ces maisons-là avant de les quitter. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et les clandestins se sont installés. Il nous avait dit qu'il conserverait les bangas pour en faire un village touristique. Et que grâce à cela, on aurait du travail, qu'on aurait pu faire un peu de restauration pour les gens qui viendraient visiter les bangas. Bref, on allait s'occuper des touristes. C'est ce que nous avait dit, Monsieur le maire, mais on attend toujours. Hein. Dans ce contexte, le relogement des habitants d'Amuro n'est peut-être pas un acte aussi désintéressé qu'il n'y paraît. Les bangas attirent depuis toujours des touristes de passage dans la commune. Y avait-il un projet de complexe touristique prévu sur la plage? Le maire n'a jamais livré aucune précision sur cette question. Jusqu'à maintenant, on attend des promoteurs sur ce lieu. D'accord. Voilà, jusqu'à maintenant. Et donc là, le projet a été bien sûr ralenti à cause de cette histoire? Non. On n'a pas eu seulement de promoteurs. Quelle est la nature de ce complexe touristique? Les cases devaient-elles être détruites, oui ou non? L'enquête soulève bien des questions. Dans les semaines qui suivent l'incendie,
La vie reprend difficilement son cours à Amuro. Les services de l'État brillent par leur absence. Pire, le maire de Bandrélé rappelle par voie de presse qu'il est illégal d'aider les sans-papiers. Didier et d'autres habitants du village métropolitain ou mahorais aident pourtant les victimes de l'incendie. Il y a urgence. Certains n'ont plus rien, ni vêtements, ni nourriture. C'est mes voisins, voilà. Quand je suis arrivé à Mayotte, c'était mes premiers voisins, donc mes premiers amis, point final. Pas leur demander leurs papiers. Plus que de l'aide, ce que réclament par-dessus tout les clandestins d'Amuro, c'est que justice soit faite. Les conclusions se font attendre, les semaines, les mois passent. 1 an plus tard, à Mayotte, on n'entend plus parler des suites de l'affaire. Mansour Kamardine, député mais aussi avocat, a choisi de défendre le maire de Bandrélé. Il pense que le procureur a sciemment laissé traîner les choses. Le maire, dès le départ, on lui dit oui, il y a eu le feu, oui, c'est moi qui ai donné l'ordre. Donc il n'y avait plus matière à instruction. Les faits étaient établis, ils étaient constants, il n'y avait plus rien. On aurait pu le juger. On a pris le soin de prendre une instruction, d'abord pour calmer effectivement l'opinion locale, parce que tous les Mahorais étaient derrière le maire de Bandrélé. Et donc c'était peut-être pas opportun d'organiser un procès tout de suite. Ensuite, il a ouvert, mais il a demandé au juge d'instruction de ne pas trop précipiter. Ça correspondait bien au contexte national de l'époque. Nous sommes en pleine affaire Payotte-Corse, donc il ne faut pas accepter qu'il y ait encore une deuxième affaire Payotte-Mahoraise. Hasard de l'histoire et des voisinages, un nouvel habitant s'installe à Amuro. Antoine Chapira. Il est avocat et va s'intéresser au dossier. Les clandestins vont vite le convaincre de les défendre. C'était une grosse affaire qui était, quand je suis arrivé, qui était bien enterrée, à vrai dire. Enfin, plus personne n'en parlait. Donc ils étaient un peu livrés à eux-mêmes, en fait, en réalité. Ils avaient assez peu de soutien. Donc voilà, moi, je suis arrivé à ce moment-là, il m'a semblé que c'est mon métier et qu'il fallait les défendre et qu'ils avaient le droit d'être défendus. Ils avaient un désir de justice. Ils voulaient savoir si la France et si la justice française autorise un maire à incendier leur village. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que le procureur a introduit une action en justice un an après. Et j'ai dû endurer pendant 2 ans et demi après toutes les tracasseries de la justice. Le procès s'ouvre enfin le 1er juin 2006, 2 ans et demi après les faits. Moussa Madi en cours de la prison ferme. Le maire m'a serré la main quand je suis arrivé au tribunal, donc il ne se rappelait même pas qu'on était un petit peu responsable de sa présence au tribunal. Les clandestins, ceux qui étaient au village à Amuro, avaient peur de se rendre au tribunal. Et donc du coup, j'ai obtenu la garantie du substitut du procureur de l'époque qu'il ne leur sera fait aucun mal et qu'ils ne seront pas expulsés s'ils viennent au procès. L'ambiance était assez électrique. On m'a fortement conseillé de tenir telle ou telle position à l'audience. Ce qui n'arrive jamais, je veux dire. Je pense que c'est des choses qui n'arriveraient pas en métropole. Après, je veux dire, je suis indépendant et j'ai su quoi faire, mais c'est arrivé quand même. J'ai commencé en fait par interroger le maire en lui demandant s'il faisait amende honorable et si maintenant il était prêt à reconnaître avoir donné l'ordre de mettre le feu au Banga. Sur ce, il a nié. À vrai dire, je pensais qu'il reconnaîtrait. Peut-être avec un peu de naïveté, mais je pensais qu'il reconnaîtrait parce que les faits étaient tellement évidents que... Et donc du coup, j'ai repris le travail du juge d'instruction et un par un, j'ai énuméré les témoignages des gardes champêtres qui confirmaient que le maire leur avait donné l'ordre de mettre le feu au village. C'était incontestable. Donc il niait l'évidence. L'explication du maire, en gros, c'était que si on avait brûlé les maisons, c'était pour éviter aux enfants d'aller se noyer. Ils vivaient dans un endroit qui était dangereux, quoi. Donc merci beaucoup. C'est sympa de sa part. Il a reconnu même, si je me souviens bien, être passé à ce moment-là et s'être arrêté, mais pas longtemps. Mais il a quand même reconnu. Donc il était un petit peu
Ses explications n'étaient pas très bonnes, quoi. Par contre, il avait reconnu avoir donné des ordres sur place à Bandrélé le matin quand il a su que les gendarmes étaient là. C'était un peu un coup monté quand même. Un coup monté? Peut-être. Car l'instruction révèle que les gendarmes de Mzaouzia, ceux-là même qui ont procédé à l'arrestation des sans-papiers le matin de l'incendie, ont téléphoné la veille au maire de Bandrélé pour le prévenir de leur intervention. À la barre, le lieutenant-colonel Guillemot affirme que ces gendarmes ont simplement invité le maire par téléphone à assister au contrôle d'identité. Une information qui jette le trouble sur le rôle de l'État dans cette affaire. En 2006, Jean-Jacques Brault a déjà quitté Mayotte. Il n'a pas suivi le procès du maire. Le colonel Guillemot, qui est très sympathique par ailleurs, a dit une chose qui n'était pas conforme à ce que nous faisions. C'est jamais dans les usages de convoquer un maire lorsqu'une opération de reconduite à la frontière s'organise. Ça n'a pas de sens commun. Alors que pendant le procès, le maire Moussa Madi n'a aucun souvenir d'un coup de téléphone des gendarmes, 7 ans après, la mémoire lui revient. Alors est-ce que 7 ans après, oui, vous pouvez nous dire maintenant si vous aviez eu un accord oral? En quelque sorte, oui, ce n'est pas oral, mais c'était sous-entendu. Donc par la préfecture? Oui, puisque la gendarmerie m'a appelé en me disant qu'ils allaient intervenir à Moro. Donc peut-être par la préfecture, je ne sais pas, mais normalement ça doit être comme ça. Le maire de Bandrélé, dans cette affaire de Amuro, est un bouc émissaire. Mais il n'osera pas le dire. J'ai eu la possibilité de discuter avec des élus de l'UMP, que je ne citerai pas parce qu'ils doivent le dire eux-mêmes, s'ils ont la conscience. Parce que la conscience, c'est d'avouer ses fautes. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, de collusion entre les gendarmes et la mairie. Mais on avait un maire qui, pendant plusieurs mois, avait demandé à ce qu'effectivement, on récupère, qu'il puisse récupérer cet espace. Après courrier à la préfecture, la gendarmerie m'appelle en me disant qu'il y a eu l'intervention demain matin à 5 h. Moi, dans ma tête, c'est ça. Hein. Il a rêvé, excusez-moi, comme disent nos ados, il rêve. Enfin, franchement, moi je suis stupéfait qu'on puisse imputer cela, même indirectement, à la préfecture. C'est absurde. Je n'avais pas dit dans le secret de mon cabinet, en manipulant un briquet, un colonel de gendarmerie, il faut régler ce problème-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais été très clair. Même la défense du maire, j'ai pas le souvenir de l'avoir entendu se réfugier derrière des réquisitions orales de la préfecture, enfin en tout cas à l'audience. Hein. Il y a un flou sur une intervention de la préfecture qui aurait diligenté le maire à faire ça ou pas. Comme aurait dit le général de Gaulle au moment de l'affaire Van Marca, il n'y avait dans tout cela que rien que de subalternes et de misérables. Pendant le procès, le problème du coup de téléphone de la gendarmerie n'occupe quasiment aucune place dans les débats. Moussa Madi est bien seul face à la justice. Le procureur Guijean va très loin dans ses réquisitions. Il parle de similitudes avec les prémices du génocide rwandais. Moussa Madi est reconnu coupable de destruction de biens mobiliers appartenant à autrui par incendie, avec mise en danger des personnes. L'ensemble des clandestins et leur porte-parole, Moïsta Daoud, salue cette décision devant les caméras de télévision. C'est un truc vraiment dégueulasse ce qu'il a fait. Et là, c'est bien pour moi, le jugement, ce qu'ils ont jugé là, c'est très bien pour moi. C'était une décision qui a été prise contre les Mahorais. C'est les Mahorais dans leur ensemble qui se sont sentis condamnés à travers Moussa Madi. Je pense que le magistrat du siège doit être particulièrement prêt à faire face aux pressions. Il faut savoir être indépendant, incarner la grande institution de la République qu'est la justice. Et pour cela, il faut savoir à la fois écouter et à la fois savoir se retirer en soi-même et dire « peu importe ce qui sera dit de ma décision, je la rends parce qu'elle est juste, parce qu'elle est l'application de la loi, parce qu'elle est l'incarnation de l'indépendance du pouvoir judiciaire ». Le maire de Bandrélé est condamné à 1 an de prison avec sursis, 500 € de dommages et intérêts pour chacune des 26 familles de clandestins et surtout à 2 ans d'inéligibilité. J'étais mort
J'étais mort, mais pas abattu. Moussa Madi fait rapidement appel de la décision du tribunal de première instance. Les magistrats du tribunal d'appel vont être bien plus cléments avec lui. Un appel, on m'a entendu, on m'a questionné, on m'a passé sous un rasoir. Donc on m'a compris et ça a été jugé. Bon, il n'y a pas eu de problème. Pourtant, le maire est à nouveau reconnu coupable. Mais le tribunal d'appel écarte cette fois la mise en danger des personnes. L'inéligibilité de 2 ans n'est plus retenue. Résultat, Moussa Madi n'a jamais cessé d'être maire depuis le drame. Vous avez été réélu en fin de compte? Oui, en 2008, oui. Avec des bons suffrages? Oui, 48%. Parce que c'était un triangulaire. C'était un triangulaire. On ne peut pas dire que les citoyens de Bandrélé vous aient tenu rigueur d'Amuro? Non, parmi ceux qui m'ont soutenu, ce sont les gens d'Amuro. La justice est décidément bien clémente avec le maire incendiaire. Les dommages sont passés de 500 à 200 € par famille. Moussa Madi ne s'est jamais acquitté de ces sommes. Ils m'ont condamné quand même, mais des condamnations qui fait qu'il était impossible de les réaliser puisqu'il fallait payer les clandestins et que ces clandestins n'ont pas de numéro de compte, ils n'ont rien. Donc je les ai attendus pendant des années et ils ne sont pas manifestés. Didier, qui a partagé la souffrance de ses voisins sans papier, n'accepte toujours pas les conclusions de cette affaire. De justice comme ça, non. Non. C'est les sans-papiers, hein. Ils ne comptent pas, ils n'existent pas, donc c'est important. C'est pas l'image qu'on se fait de la France qui donne l'exemple un peu partout. Des fois, un mauvais exemple. Hein. Antoine Chapira, peu en phase avec l'exercice de la justice à Mayotte, a préféré quitter l'île pour poursuivre sa carrière d'avocat ailleurs. In fine, la justice est passée, le maire est coupable d'avoir détruit ce village. C'est ce qu'il faut retenir quand même de cette affaire. Après, les conditions, la façon dont ça s'est fait, effectivement, plusieurs aspects sont contestables. Quand on est sur une île avec une promiscuité très forte entre les acteurs judiciaires, les acteurs politiques et que les magistrats restent très longtemps à leur poste, effectivement, ça pose des problèmes. Ce dossier a bénéficié d'un enterrement de première classe. Il y avait un souci de différentes personnes de faire en sorte qu'il n'y ait pas de remue-ménage et que la paix sociale, entre guillemets, ne soit pas menacée à Mayotte. Une paix sociale pourtant loin d'être assurée. L'affaire d'Amuro n'a été qu'une étape dans l'escalade. Les Comoriens revendiquent aujourd'hui de nouveaux droits, parfois dans la violence. Chaque fait divers ravive les tensions entre les deux communautés, les Mahorais et les clandestins. À Amuro, les sans-papiers n'attendent plus grand-chose de la justice française. Ils sont trop occupés à survivre dans des conditions de plus en plus difficiles. J'avais un banga ici. Je vivais avec un ami et sa famille. Aujourd'hui, le propriétaire est un Mahorais. Ce qui fait une vraie différence avec avant, c'est qu'on était beaucoup plus près de notre lieu de travail. Maintenant, là où on habite, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, et on fait de très longs trajets pour aller à la fontaine. Les Anjouanais ont reconstruit leur village, avec toujours les mêmes bangas traditionnels. Mais cette fois, ils se sont installés derrière la plage, à l'abri des regards dans la colline. En contrebas, les cases des Mahorais en dur. Les deux communautés, à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, vivent plus que jamais dans des mondes séparés. La nuit, quand ils ne craignent plus les descentes de police, les clandestins reprennent possession de la plage. Pour un instant seulement, au rythme des départs pour la pêche, le petit village d'Amuro reprend vie. Loin des miens, j'oublie pas mes origines, j'oublie pas d'où je viens. Comorien.